Avant Beyoncé, il y avait Amerie. Analyse de la discographie volée d'Amery, One Thing versus Crazy in Love. Alors que nous sommes toujours en train de pon de replay les chansons de Rihanna et de countdowning la sortie du prochain tube intemporel de Beyoncé, certaines hit girls du R&B du début des années 2000 ont été injustement confrontées aux dures réalités de leur carrière. Amerie était une étudiante ordinaire avant de tomber sur un producteur qui allait changer la trajectoire de sa vie en scellant des contrats avec les plus grands noms de la musique. Sa voix terreuse et son charme de fille d'à côté ont touché les auditeurs de tous les genres et Amerie était en passe de devenir la prochaine hit girl du R&B. Ce n'est qu'au moment où Beyoncé a débarqué comme une chauve-souris de l'enfer et s'est emparée de ce qui était censé être la signature sonore d'Amery, laissant Amerie être sur l'étagère des filles qui avaient le potentiel d'être Beyoncé, et nous laissant nous demander si Beyoncé avait vraiment quelque chose à voir avec la disparition d'Amery. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Amerie versus Beyoncé et des conséquences sur la carrière d'Amery. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pendant qu'Amery chantait à tue-tête et demandait « Why don't we fall in love ?» à un inconnu, nous nous sommes dit pourquoi ne pas disséquer ces rumeurs sur Amerie et Beyoncé qui circulent sur les blogs depuis 2005. La redécouverte du tube d'Amery One Thing fait naître la nostalgie à chaque fois qu'il est porté à notre attention. Que ce soit via les réseaux sociaux, en se promenant à Los Santos, ou en se remémorant ses anciennes chansons préférées. Le nom d'Amery semble surgir de temps en temps, et cette fois, ce n'est pas parce qu'elle ressemble à la jumelle perdue de Kourtney Kardashian. Beyoncé a, une fois de plus, été accusée d'être une sorcière sournoise et voleuse par ceux qui n'ont pas pu s'empêcher de remarquer les similitudes flagrantes entre le smash hit de 2003 de Beyoncé, Crazy in Love, et la chanson funky de 2005 d'Amery, One Thing. De la marche au ralenti de That Girl à la chorégraphie up-tempo, les deux chansons partagent sans doute une grande ressemblance. Le titre Crazy in Love de Beyoncé étant sorti en 2003, 2 années entières avant le plus grand succès d'Amery, les fans, et plus particulièrement la Beyhive, se demandent probablement comment Beyoncé aurait pu voler un son qu'elle a évidemment fait en premier. Eh bien, il y a une bonne raison à cela, et elle s'appelle Rich Harrison. Producteur basé à GMV et récompensé par un Grammy Award, il a partagé son expertise avec des artistes comme Toni Braxton, Beyoncé et sa première muse musicale, Amerie. Alors que notre petit rat de bibliothèque préféré, né dans le Massachusetts, suivait ses études à l'université de Georgetown, elle avait aussi un amour inexploité pour les arts. Elle a rencontré son destin lorsqu'elle a croisé un propriétaire de club qui l'a mise en contact avec le producteur Rich Harrison, qui travaillait avec la reine du hip-hop soul, Mary J. Blige. Le parking d'un McDonald's sera le lieu de leur rencontre et ils s'entendront tout de suite. Rich présentant tous ses morceaux à Amerie dans l'espoir d'utiliser son intérêt en sa faveur. Rapidement, Amerie se retrouve en contact avec Columbia Records, qui la signe, et avant même qu'elle ne se rende compte, elle est en passe de devenir la nouvelle star du R&B. Rich Harrison, dont le son modernisé, inspiré de funk et du go-go, fait le tour de la scène musicale, ainsi que Columbia eux-mêmes, et décide qu'Amery est la candidate idéale pour tâter le terrain. Produisant son premier album All I Have, entièrement par lui-même, son grand succès Why Don't We Fall in Love a été choisi comme étant le meilleur pour l'image globale d'Amery. Le tube de l'été est resté sur la rotation du compte à rebours vidéo de BET's et a atteint le numéro 23 sur le Billboard Hot 100. Les sons sophistiqués et réguliers de Rich Harrison ont été pour le moins atténués, car Columbia ne voulait pas qu'Amery soit noyé dans le bruit de tambours et de fanfares qui accompagne un son go-go plus profond. Néanmoins, l'album a valu à Amery un Soul Train Award et une place sur d'innombrables playlists. Mais pendant qu'elle absorbait de l'énergie pour la sortie de son prochain album, une autre jeune artiste prometteuse se cachait dans les studios et attendait un énorme succès solo. Mesdames et messieurs, voici Beyoncé Giselle Knowles. Pas Carter, puisqu'à l'époque, elle n'était pas encore mariée avec Jay-Z. Sortant enfin de la position médiane qu'elle occupait à l'époque dans les Destiny Childs, et s'engageant dans sa propre voie, Beyoncé a fait une entrée remarquée en tant qu'artiste solo, et l'attente de ses débuts en solo était intense. Crazy in Love est peut-être aujourd'hui un tube intemporel, mais avant que Beyoncé ne nous fasse rejouer la scène de danse de la comédie de Wayans White Chicks,
Crazy in Love n'était qu'un morceau potentiel de plus dans le coffre-fort de la chambre musicale de Rich Harrison. Voulant faire ce que Work It Out, son premier single non officiel, n'avait pas pu faire, Beyoncé a sorti le Signal Bay dans l'espoir de recruter un producteur qui perfectionnerait le son funkadélique qu'elle recherchait après les Destiny Childs. Elle savait que Rich Harrison, le producteur d'Amri, avait le potentiel de lui donner ce qu'elle cherchait, et comme elle avait également signé avec Columbia à l'époque, Columbia s'était concentré sur Miss Giselle et a pratiquement dit « au diable l'autre fille », en exagérant bien sûr. En utilisant sa signature sonore Go-Go, il a ressorti sa collection archivée de hits potentiels, sortant Crazy in Love et donnant à Beyoncé un aperçu de son single potentiel. Selon la mère de Rumi et Sœur, le son était juste un peu trop rétro pour le 21e siècle, mais elle a accepté l'échantillon de Rich et lui a donné 2 heures pour écrire et composer le reste de la chanson pendant qu'elle sortait. Bien qu'il ait la gueule de bois, Rich est concentré et prêt à créer un hit mondial pour Beyoncé. Le crochet était accrocheur et les couplets versés. Mais le pont avait un peu de mal à se former. Au bout de 2 heures, Crazy in Love était presque terminé. Mais il lui manquait un pont qui sera construit à son insu par Beyoncé elle-même, qui, en rentrant de sa soirée, s'est regardée dans un miroir, les cheveux en désordre et les vêtements débraillés, en se disant qu'elle avait l'air d'une folle. Lorsque Rich lui a chanté ces mots exacts, « Got me looking so crazy right now », ce fut un succès. Crazy in Love était terminé et prêt à être envoyé aux radios du monde entier. Ce tube dansant a ensuite été accompagné par Jay-Z, ce qui lui a donné une touche encore plus moderne et a permis à la chanson d'atteindre la première place aux États-Unis et au Royaume-Uni. Plusieurs Grammy Awards ont été décernés lors de la 46e cérémonie annuelle de remise des prix pour la meilleure chanson R&B et la meilleure collaboration rap. Le premier single de Beyoncé est un grand succès, et elle adapte la signature sonore de Rich Harrison à son goût, en utilisant sa base sur d'autres projets, comme Freakum Dress et Sugar Mama, pour son deuxième album B-Day, sorti en 2006. Un an plus tôt, Amri, qui préparait son deuxième album studio, Touch, n'était pas prête à sortir n'importe quoi, surtout après l'arrivée fracassante de Beyoncé, qui s'était en plus servi de son ancien bras droit. Rich Harrison était le Timbaland d'Amri, et elle était censée être son alia. Sauf que Beyoncé était maintenant sa muse de choix, et la plus grande artiste. Rich, de nouveau concentré sur Amri et travaillant avec elle, voulait lui donner un son go-go plus optimiste, puisqu'il avait donné à Beyoncé la même formule exacte et nous avons tous vu où cela l'amenait. Cette fois-ci, au lieu de s'en tenir au son plus sûr de son premier album, Amri voulait des choses plus grandes et fracassantes. En d'autres termes, fais-moi ce que tu as fait pour Beyoncé, vu que tu étais censé me le faire en premier lieu. Lorsque Rich a présenté One Thing à Columbia, inutile de dire qu'ils ne l'ont pas senti et ont pensé que c'était beaucoup trop pour l'image d'Amri. Une autre artiste, d'un autre côté, Jenny from the Block, était plus demandée à l'époque et avait la priorité sur beaucoup d'autres artistes de la liste de Columbia, y compris Amri. Après avoir entendu un extrait de One Thing, J-Lo voulait la chanson pour elle au plus vite. Mais Amri n'était pas d'accord. Avec l'aide de Rich Harrison, il diffuse la chanson sur les radios avant que Jenny ne mette la main dessus, et avant qu'il puisse dire ouf, One Thing était un hit. Se classant à la 8e place du Billboard Hot 100, la chanson a décollé plus vite qu'un cheval de course, et Rich, qui allait devenir plus riche, a décidé de donner à Jennifer une chanson rejetée, Get Right, qui était censée figurer sur l'album Confessions d'Usher. One Thing a été nommé aux Grammy Awards pour la meilleure performance R&B, et c'est à ce jour le plus grand succès d'Amri. La chanson étant si populaire, les gens n'ont pas pu s'empêcher de comparer la mélodie et le clip avec les premiers singles de Beyoncé, et ceux qui ont suivi. Le tempo rapide, les bops go-go, la démarche et la danse qu'Amri n'avait jamais fait avant One Thing ne sont que quelques-unes des similitudes relevées. Tout comme le clip B-Day de Beyoncé en 2006, Green Light, bien que produit par The Neptunes et Sean Garrett, présentait un son et une mise en scène similaires à ceux de One Thing d'Amri, avec une scène, un groupe et des danseurs de soutien entièrement blancs. Les danseurs à la silhouette sexy que l'on voit dans le clip de Beyoncé pour son single Dangerously in Love, Naughty Girl, sont également visibles dans le clip d'Amri, One Thing. Ce dernier a été diffusé après la sortie du premier single et du premier album de Beyoncé. Alors, où est la vérité? Beyoncé a-t-elle volé le style d'Amri? Ou Amri a-t-elle volé celui de Beyoncé? La vérité est que les deux se sont volés l'une l'autre. Après qu'Amri ait sorti Why Don't We Fall in Love, suivi de Talking to Me, les gens ont apprécié Amri et son son, mais c'était avant que Beyoncé en solo n'apparaisse sur la scène.
Les gens ont adoré, et ceux de Columbia aussi, y compris Beyoncé qui a retrouvé Rich Harrison, qui lui a donné une chanson inédite de son coffre-fort Go-Go, dont on peut dire qu'elle était destinée à l'origine à Amri. Utilisant la même formule, vocalement et visuellement, Crazy in Love devient le premier single du premier album de Beyoncé, Dangerously in Love, et reste dans les charts pendant 27 semaines consécutives. 2 ans plus tard, Amri sort son deuxième album Touch, adapté et perfectionné par nul autre que Rich Harrison, et One Thing a donné à Crazy in Love un caractère réel, uniquement parce qu'il a été produit par le même producteur et parce que Amri a tenté de récupérer un son qui aurait dû être le sien depuis le départ. Mais Beyoncé avait déjà fait ce qu'elle avait fait avec ce son, et revendiquait maintenant la niche funk et go-go comme étant la sienne. One Thing a connu des résultats similaires à ceux de Crazy in Love, en restant dans les charts pendant 20 semaines. Mais malgré le succès de ce single, les gens n'étaient tout simplement pas intéressés par le reste de l'album d'Amri, et sa carrière en a souffert à long terme. Because I Love It, le premier album d'Amri sans la participation de Rich Harrison, a vu le jour 2 ans après l'énorme succès de One Thing. Mais comme nous l'avons déjà dit, elle n'a pas pu profiter de son plus grand succès. Après sa sortie au Royaume-Uni, elle a été abandonnée par Columbia, et l'album n'a pas bénéficié de la promotion américaine dont il avait besoin pour réussir comme il l'avait fait auparavant au Royaume-Uni. Ce qui le distingue vraiment des autres, c'est la théorie selon laquelle Amri aurait en fait insulté Beyoncé sur l'un de ses morceaux avec ces paroles « 6 mois que vous avez copié mon style, mais vous ne pouvez pas copier ma prestation, mon style, mon énergie sur la piste. Payez 100 piles, mais vous ne pouvez pas acheter mon son. Vous ne pouvez pas prendre mon flow, vous ne pouvez pas mettre à sac mon style. » Nous aimons tous une bonne histoire d'outsider, mais dans cet incident particulier, nous ne pouvons pas reprocher à Beyoncé de prendre un son qui lui a été donné par le créateur de la musique lui-même. Si quelqu'un est à blâmer, Rich Harrison semble être le principal suspect, bien que les producteurs prêtent leur son à différents artistes tout le temps. Si nous devons accuser Beyoncé d'avoir volé le son d'Amri, alors je suppose que nous devons aussi accuser Mary J. Blige, Toni Braxton, Usher, Jennifer Lopez, et une longue liste d'autres artistes auxquels Rich Harrison a prêté son expertise. Et vous, pensez-vous qu'Amri aurait été une plus grande artiste si Beyoncé n'avait pas été là? N'hésitez pas à laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!